sommaire de cette édition, le syndicat national des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal tient son 10e congrès ordinaire ce samedi. Quelle perspective pour les professionnels des médias après l'adoption du Code de la presse et de la convention collective est le thème de la rencontre. La manifestation des jeunes de l'opposition étouffée dans l'œuf hier en fin d'après-midi. Ils voulaient braver l'autorité préfectorale et dénoncer, je cite, les dérives du régime de Macky Sall, mais c'était sans compter avec les forces de l'ordre qui les en ont empêchés. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous dans ce 13h sur l'ARDV que nous aurons par la tenue ce samedi du 10e congrès ordinaire du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal. Quelle perspective pour les professionnels des médias après l'adoption du Code de la presse et de la convention collective est le thème. Un SYNPICS qui manque de dynamisme et qui ne s'occuperait pas assez des difficultés dans le secteur selon des journalistes. Le nouveau bureau qui sera élu est donc invité à changer la donne. Sinon, des acteurs du secteur menacent de créer un autre syndicat qui puisse prendre en compte leurs préoccupations. C'est un reportage d'Adam Abité et Lamine Salah. Licenciement abusif, rupture abusive de contrat, les cas pareils font légion chez les journalistes. Le SYNPICS, syndicat des professionnels de l'information, semble ne pas trop atteindre ses objectifs. Au-delà du code, au-delà de la convention collective, on peut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Les jeunes reporters, si vous regardez bien, c'est eux qui sont souvent les laissés pour compte des rédactions. Et ils ont d'énormes difficultés à s'affirmer parce qu'ils ne sont pas pris en charge en réalité par le SYNPICS. C'est eux qui sont brutalisés moralement des fois dans les rédactions. C'est eux qui font les plus lourdes tâches au sein des rédactions. Selon le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, s'il y a des journalistes qui sont défendus par le SYNPICS, sont bien ceux du public, quant à ceux du privé, ils sont laissés à eux-mêmes. Les journalistes qui sont dans le service public sont beaucoup plus défendus que ceux qui sont dans le privé. Quand je parle de service public, je fais allusion à la RTS, je fais allusion à l'APS, je fais allusion également au Soleil. Donc, vraiment, les journalistes de la presse privée ne se sentent pas suffisamment défendus par le SYNPICS. Ça, c'est un constat. Ce n'est pas mon constat personnel. Ce sont les journalistes eux-mêmes qui le disent. Et je suis souvent interpellé par ces journalistes-là. Ainsi, un deuxième syndicat risque de naître si leurs mots ne sont pas pris en compte. Je pense que celui qui viendra après Halilou Ndiaye devra s'attaquer à ce type de problème. Parce qu'autrement, j'ai peur qu'on ait un second syndicat. Moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un jour un deuxième syndicat, parce qu'il y a un seul syndicat qui existe dans la presse. Mais vu le manque de dynamisme du SYNPICS, moi, je ne serais pas surpris qu'il y ait un deuxième syndicat dans le secteur de la presse. Et l'idée est agitée, tout simplement parce qu'ils ne se sentent pas bien défendus par le SYNPICS. Une situation désastreuse qui perdure et qui expose les journalistes. Toutefois, pour le 10e congrès du SYNPICS, ces professionnels des médias gardent espoir d'avoir un nouveau secrétaire général qui saura répondre à leurs attentes. Et puis je vais l'annoncer en titre, la manifestation à l'appel des jeunes de l'opposition étouffée dans l'œuf hier en fin d'après-midi. Ils avaient tenté de braver l'arrêt préfectoral qui interdit cette manifestation, mais c'était sans compter avec les forces de sécurité qui les ont cantonnés à l'UCAD et alentours. Les jeunes opposants voulaient dénoncer, je cite, le régime dictatorial de Macky Sall. Des jets de pierre contre grenades lacrymogènes ont paralysé les activités. Je vous propose justement des réactions au micro d'Abdoulaye Ndiaye et Chermbo. Ce que nous constatons et qui est regrettable, c'est que ces mêmes leaders de l'opposition ont préféré rester chez eux et ne pas descendre sur le terrain pour manifestement soutenir les étudiants. Nous ne pouvons pas nous fier à cette décision, car c'est la Constitution en tant que telle, charte fondamentale, qui nous autorise à manifester. Il faut tout simplement faire une déclaration 3 jours ouvrables avant que cette manifestation puisse avoir lieu. Seulement, lorsqu'on est dans une république et qu'on a un leader républicain, si Macky Sall n'était pas un dictateur,
il ne serait pas question de s'inscrire en faux par rapport à cette décision préfectorale que je trouve injuste. Maintenant, on est en face d'un régime dictatorial et la seule voie qu'il nous offre, c'est de se battre. On n'avait pas d'autre choix que d'empiéter et de décider cette décision préfectorale et nous l'assumons pleinement. Démocratie. 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 Abdoulaye Ndiaye, merci. Réaction suite à la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux. La scène, en effet, se passerait dans une salle de classe où des élèves sont interrogés entre Macky Sall et Ousmane Sonko pour qui ils voteraient. Pour le secrétaire général du SAEMS, c'est regrettable d'utiliser les réseaux sociaux pour véhiculer des informations fausses. Il invite ainsi les médias de ne plus relayer plutôt ces genres d'informations. Ahmad Suzanne Camara, du syndicat des enseignants du préscolaire et de l'élémentaire, lui, n'a pas mis de gants pour accuser les membres de PASTEF d'être derrière cette vidéo. Plus de précisions avec Philomentine. Authentique ou fake news, la vidéo filmée dans une classe fait débat. Le secrétaire général du SAEMS insinue que ceci n'est qu'une simple machination. Maintenant, les réseaux sociaux, moi, je les considère comme les réseaux sociaux. Vous savez qu'avec ces réseaux sociaux, ça balaye tout, du bon, du moins bon et même du mauvais. Et c'est regrettable maintenant que les gens utilisent ces réseaux sociaux pour pouvoir faire passer des choses qui ne sont pas forcément utiles pour la société. Alors, pour revenir maintenant sur la vidéo que vous évoquez, que j'ai regardée, moi en tout cas, je considère que c'est une simple machination, un fait divers qui n'engage en rien l'école. Il pense que ce sont les médias qui doivent faire la bonne lecture des choses et arrêter de relayer des faits divers. Et les médias en ont un rôle fondamental. Je crois que c'est un devoir pour nous de rappeler à la presse patriotique de notre pays que si ça chamboule partout, les médias doivent faire la bonne lecture et la bonne analyse des choses. Le secrétaire général du CEP va plus loin. Il estime que c'est un enseignant pro-Sonko qui est derrière cet acte. La vidéo, je l'ai vue, mais moi je dis que d'abord, d'emblée, c'est une affaire qui a été montée. Parce que cet enseignant-là, lui-même, il vote Sonko. Un enseignant pro-Madické pourrait faire la même chose. Un enseignant pro-Pur et la salle pourrait faire la même chose. C'est toujours cette stratégie de vouloir exister au niveau des réseaux sociaux. Il ajoute que Ousmane Sonko n'existe d'ailleurs qu'à travers le net et les réseaux sociaux. Le candidat là que vous voyez, Sonko, mais toute sa stratégie, c'est au niveau du net. Il n'existe qu'à travers le net. Mais sur le terrain, c'est zéro. Et vous allez vous en rendre compte. Ces syndicats d'enseignants appellent à une classe politique plus raisonnable et demandent à la presse de jouer pleinement son rôle. Lutte contre la pauvreté, l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal vient de partager une étude dans laquelle il est question de solidarité sociale religieuse et familiale pour éradiquer le fléau en Afrique. Au Sénégal en particulier, l'Académie préconise à travers le document la synergie des efforts des citoyens et des gouvernements pour y parvenir. La NTS était en séance de lecture académique. C'est un compte-rendu de Pendabachi. La pauvreté, un phénomène réversible, une situation préoccupante au Sénégal qui s'explique par les faibles ressources qui sont échangées entre citoyens, notamment la solidarité verticale, selon une étude de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal. Ils reçoivent des dons. Vous avez vu, pour ceux qui sont en pauvreté chronique reçoivent jusqu'à 71%. De ressources, ceux qui sont en pauvreté transitoire jusqu'à 64% de ressources. Aux années 2010, il y a eu très peu de prise en main de la solidarité verticale, donc qui vient des institutions publiques vers les acteurs. Des solutions sont ainsi proposées pour corser la lutte contre la pauvreté. Si nous voulons que les ressources qui sont échangées permettent de sortir de la pauvreté, il est nécessaire que ces échanges horizontaux, donc entre citoyens, soient confirmés et développés par les échanges qui viennent des institutions. Si nous savons appliquer les solutions structurelles, laissant maintenant aux citoyens d'échanger entre eux pour rééquilibrer.
La solidarité constitue également un des facteurs essentiels pour éradiquer la pauvreté. Si les associations religieuses sont les plus importantes associations, cela veut dire que les acteurs sont à la recherche d'agenciation, de cadres structurels à partir desquels ils inscrivent leur action. Ils cherchent des ressorts et cette agenciation est très importante. Mais plus fortement, la recommandation, c'est de reconsidérer la structure familiale dans le processus de développement. Et donc, cet entrepreneuriat et cette solidarité peuvent être combinés pour donner cette économie solidaire au cœur de laquelle la famille va être l'un des acteurs majeurs. Ainsi, selon l'étude de l'Académie, l'éradication de la pauvreté au Sénégal est du domaine du possible si les efforts des citoyens et ceux des institutions publiques combinés sont sentis par les acteurs. Le projet de loi numéro 24 portant loi de règlement et gestion 2017 et le projet 26-2018 modifiant réglementation des systèmes financiers décentralisés viennent d'être votés à l'Assemblée nationale. Des imperfections ont été relevées par la Cour des comptes sur les 24 observations relevées du ressort du ministère des Finances, même si le ministre soutient que tous les critères de transparence ont été respectés. Un compte rendu de Safia Toukoli. Après des débats houleux, les députés ont finalement, dans leur écrasante majorité, voté les deux projets de loi présentés par le ministère des Finances. Un an plus tard, le gouvernement se présente devant l'Assemblée nationale pour vous dire voilà exactement ce que j'ai fait, des autorisations que vous m'aviez accordées. Mieux, dans la procédure, c'est aussi la première fois, 6 mois après la clôture, que le gouvernement examine en Conseil des ministres et adopte le projet de loi de règlement. Dans le rapport sur l'exécution des lois de finances de 2017, 3 recommandations ont été formulées par la Cour des comptes, mais au ministre de préciser qu'aucune irrégularité n'a été relevée sur les modalités. C'est à l'Assemblée nationale que la Cour des comptes a remis son quitus. Les recommandations portent sur l'inscription des prêts rétrocédés dans le tableau d'équilibre. La Cour nous dit, toujours sur ces prêts, il faut une harmonisation. La Cour nous dit, la conciliation au niveau de la dette entre la trésorerie générale et le service de la dette. Mais cela n'a remis aucunement en cause la sincérité et la crédibilité des opérations budgétaires. Une réticence a été notée chez certains députés qui n'ont pas manqué de l'afficher. Cour des comptes batay amna ñetti observation yu mu def yo xamantene respecté wu len ko téwul da ngeen continuer indi règlement bi fi pour jallalé li nga xamanteni mom ngeen indi ñun duñ ko mëna waté. Au total, sur la gestion 2017, les résultats de l'exécution du budget général sont jugés satisfaisants avec quelques irrégularités. Mais pour les députés, il est attendu du ministère des Finances un bon nombre d'ajustements, ceci pour garantir la transparence dans la gestion budgétaire du pays. Safia Toukoli, merci. Contribuer à la mise en œuvre d'une stratégie globale et cohérente destinée à accroître l'offre des services urbains de qualité et aussi promouvoir le cadre de vie des Sénégalais. Toute la pertinence du projet de rénovation urbaine Ville Verte, une initiative de la commune de la Patte-d'Oie en partenariat avec le ministère du Renouveau urbain et du cadre de vie. Un projet qui, selon ses concepteurs, va contribuer à résoudre le problème de l'emploi des jeunes et aussi favoriser la gestion du cadre de vie. Ce projet a été lancé en présence de Maïmouna Niane et Ndiagasso. Le coup d'envoi des travaux est ainsi lancé. La pose de la première pierre symbolise le démarrage des travaux du projet de rénovation urbaine Ville Verte en face du centre de santé Nabil Choukar de la Patte-d'Oie. Une plateforme, cette plateforme-là, c'est cette plateforme-là qui va être aménagée jusqu'à l'entrée de Cabana, où il y aura vraiment des espaces commerciaux de dernière génération, pas des gargotes, pas du commerce désarticulé. Nous avons procédé aujourd'hui au lancement et nous voulons, dans les mois à venir, en tout cas, étrenner ce joyau.
Les travaux vont durer 6 mois et sont financés par l'État du Sénégal et la commune de la Patte d'Oie. Le ministère du Renouveau urbain, de l'Habitat et du Cadre de vie va prendre toutes les dispositions pour accompagner le projet. À la lumière de ces précisions, vous comprendrez pourquoi j'ai instruit mes services, notamment la direction du cadre de vie et des espaces verts urbains, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour accompagner les maires de la Patte d'Oie, aussi bien dans la phase de conception du présent projet, sa mise en œuvre et l'entretien et la maintenance des ouvrages et des mobiliers urbains qui seront réalisés. Et la commune va assurer le suivi des travaux. Vous savez, l'assainissement, comme la sécurité publique, ne sont pas des compétences transférées. La commune est plutôt compétente sur ce qu'il s'agit des aspects de cadre de vie. Et qui dit part de cadre de vie, allie assainissement, éclairage public, mieux-être. Le maire de la Patte d'Oie, Banda Diop, qui a préféré geler ses activités dans la coalition Taxawu Sénégal, n'a pas souhaité se prononcer sur la présidentielle et promet de faire face à la presse dans les prochains jours afin d'éclairer l'opinion sur le choix de son candidat. Sport, enfin, Guédiawaye contre Jaraaf de la Médina, une des attractions des 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Le tirage au sort de cette compétition a été fait par la Fédération sénégalaise de football. Les matchs sont programmés au mois de février, coïncidant avec la campagne électorale. Des craintes sont donc nourries sur la présence du service d'ordre pour sécuriser ces rencontres. Un compte rendu de Omar Danso. Pour ces 32e de finale, pas de choc alléchant, à part le derby Guédiawaye FC Jaraaf de Dakar. Une rencontre qui ne sera pas du tout facile entre l'actuel 2e de la Ligue 2 et le 9e de la Ligue 1. Ce sera certainement un match plaisant parce que ces deux équipes en tous les cas se connaissent. Guédiawaye n'a quitté l'élite tout juste l'année dernière. Ils sont toujours dans le football professionnel, ils sont en Ligue 2. Nous attendons un match et comme le Jaraaf aussi aime bien la Coupe du Sénégal, c'est un match que nous allons prendre au sérieux et le jouer pleinement pour pouvoir nous qualifier au tour prochain. 64 équipes vont participer à la compétition. Le secrétaire général adjoint de la Fédération sénégalaise de football revient sur les règlements du tournoi. L'équipe tirée la première reçoit. Mais si les deux équipes sont séparées par 2 divisions, alors en ce moment, on inverse le tirage. C'est le cas où une équipe de L1 doit recevoir une équipe de division régionale. En ce moment, on inverse le tirage. Les matchs sont programmés en pleine campagne électorale. Les fédéraux craignent pour la disponibilité des forces de l'ordre pour assurer la sécurité autour des stades. On va saisir la police pour voir si on aura des éléments de sécurité pour cette couverture-là des matchs. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème, on joue le 6 et le 7. Si ce n'est pas le cas, on sera obligé de changer les dates des matchs. Les rencontres de ces 32e de finale de la Coupe du Sénégal sont prévues les 6 et 7 février prochains. Voilà, c'est cette page sportive qui met un terme à cette édition de la mi-journée. Merci d'avoir suivi. L'information sera de retour sur cette antenne aux environs de 14h en version Wolof avec Manjon Aydara. D'ici là, je vous laisse avec les programmes de la Radio Dunia Vision. Bon week-end.